Dévoilé le 11 juin 2020 lors de la présentation de la PlayStation 5, Pragmata s'est imposé comme la nouvelle licence intrigante de Capcom. Ce qui a d'emblée distingué ce projet, c'est qu'il a été confié à une nouvelle équipe de développement débordante d'imagination. Mais est-ce que le pari est réussi? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors perso, je ne connaissais absolument rien du jeu. J'avais vu de vagues images qui montraient Hugh et Diana, le fait que c'était un TPS avec une fenêtre qui s'ouvrait à côté quand on affrontait des ennemis, mais j'avais rien vu d'autre, car pour être franc, j'en avais pas grand chose à faire. J'avais même pas forcément connaissance du projet avant qu'il ne soit remontré l'année dernière, mais j'étais malgré tout intrigué et je dois le dire, à titre personnel, ça a été un véritable coup de cœur, mais qui a ses quelques petits défauts bien pénibles. Sans trop aller dans le détail du scénario que je vous laisserai découvrir, le jeu commence sur une équipe en provenance de la Terre qui vient sur une base de la Lune car ils ne reçoivent plus de communication depuis un moment. On nous présente pourquoi les humains ont créé une base sur la Lune, c'est pour la Lune à fibre. Grossièrement avec la Lune à fibre on peut construire ce qu'on veut. Alors la machine en elle-même est surtout un synthétiseur de cette dite matière, mais c'est comme une imprimante 3D au final, donc on va rester sur ce terme. Si la Lune à fibre est fragile, et bien plus elle imprime quelque chose de gros, plus l'objet ou le bâtiment sera fragile. Et donc pour éviter une quelconque casse, comme l'effondrement de la tour que l'on voit au début, elle est combinée à d'autres matériaux. Mais c'est bien la Lune à fibre elle-même qui permet l'impression de tout ce que l'on verra. Hugh et son équipe seront donc envoyés dans cette station lunaire pour comprendre le manque de communication. Ils y rencontreront un robot géré par intelligence artificielle et un élément assez important est dit dans un des dialogues qui superpose la rencontre avec le robot. Le bruit court, on va bientôt renvoyer la plupart des gens sur Terre. On confie tout à l'IA. Et ce dialogue, eh bien, il est important pour la suite du scénario. Mais alors qu'il se rend compte que quelque chose cloche, qu'aucun humain n'est présent sur les lieux même pour les accueillir, un séisme lunaire fait son apparition et saccage la pièce où sont Hugh et ses coéquipiers. Le cliché oblige, une vitre est pétée, la pression aspire deux des membres de l'escouade, il ne restera plus que Hugh et le capitaine quand le système de sécurité s'enclenchera, mais manque de peau, le capitaine en question, il se fait écraser. Et Hugh finira assommé avant de tomber dans la pièce du dessous à cause d'un effondrement. En somme, une journée pas terrible. Une petite fille va d'une certaine manière nous réparer et l'IA de la station va se présenter. Elle se nomme Idus et pour corriger notre intrusion, il va rendre le robot agressif et nous attaquera. C'est le moment tutoriel qui va nous apprendre les bases de gameplay du jeu. Alors on verra très vite que nos armes ne font pas le poids. On fait aucun dégât, les balles rebondissent sur l'ennemi, donc clairement la manière brute ne suffira pas. Mais à ce moment-là, la petite fille va monter sur notre dos. Alors, enfin elle va nous forcer la main, vu comment Hugh la repousse, et va amorcer un protocole de hacking et c'est là que le cœur du gameplay se dévoile. Quand vous viserez des ennemis, un puzzle va apparaître dans la fenêtre à côté. Il y a dedans ce qu'on appelle des nœuds. Les bleus et le vert. Votre objectif est d'arriver dans le nœud vert, mais en passant dans les bleus. La raison est simple, chaque nœud bleu va augmenter le dégât de votre hacking car ce puzzle a deux fonctionnalités. Faire des dégâts, mais aussi dévoiler le point faible de l'ennemi, et justement en tirant sur ce point faible, vous allez enfin faire des vrais dégâts et tuer les ennemis. Sans passer par ce puzzle, c'est impossible de gagner. Et bordel, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce système. J'ai été fasciné par la manière dont Capcom a réussi à remodeler le genre du TPS qui s'est fait retourner dans tous les sens au cours de ces 30 dernières années. C'est eux-mêmes qui ont amené et normalisé le concept de la caméra épaule en TPS avec Resident Evil 4 et aujourd'hui ils renouvellent encore la chose, la boucle est bouclée. Avec ce système de hacking, c'est impossible de s'ennuyer. C'est impossible de détourner son attention du jeu parce que en plus de gérer le puzzle, vous devez faire attention aux ennemis car oui, mais eux, les ennemis peuvent vous attaquer. Donc il faut les esquiver en sachant évidemment que pendant que vous êtes en train de les hacker, vous ne pouvez plus tirer avec aucune arme. Donc si vous les stun des ennemis avec une arme spécifique, vous devrez quitter le hack. Après, le jeu, il vous punit pas forcément de le quitter. Vous pouvez reprendre la progression de votre puzzle en y revenant tant que c'est sur le même ennemi et tant que vous ne prenez pas de dégâts. Car les subtilités ne s'arrêtent évidemment pas là. Chaque ennemi a son propre quadrillage qui va être pour certains très long et vont demander des armes spécifiques pour réduire la taille du puzzle. Et d'autres, ça sera des tailles assez simples. Sauf que si vous vous faites toucher en plein hacking, il va évidemment repartir de zéro. D'où l'importance d'esquiver en sautant ou en vous propulsant dans une direction. A savoir aussi que le piratage des ennemis peut se faire deux fois. La première fois, il sert à dévoiler son point faible et la deuxième fois à faire des dégâts. D'ailleurs, au niveau de la maniabilité, alors moi j'ai joué au clavier souris, donc ça veut dire que pour le hacking, en fait, je le faisais directement avec ma souris en bougeant vraiment ma souris. Mais si vous êtes sur manette, eh bien c'est le côté droit du contrôleur qui va être pris en compte et donc il faudra utiliser les boutons pour diriger le hacking, ce qui permet de bouger la caméra en pleine action, contrairement au mode souris. Et dans les deux cas, ça se joue super bien. Le système
va évoluer au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, notamment grâce à des compétences que vous allez débloquer. Si vous avez des icônes à cet endroit de l'écran, cela veut dire que vous allez pouvoir rajouter des effets à votre hack. Et c'est là que la tactique rentre en jeu. Vous allez avoir différents types de compétences à utiliser dans votre hacking. Cela peut aller du brouillage des robots pour qu'ils s'attaquent entre eux, à la paralysie générale en utilisant un nœud qui va attaquer tous les ennemis autour, combiné à la paralysie. Dit comme ça, on peut croire que c'est compliqué, mais en vrai, pas du tout. Ce nœud-là permet par exemple au hacking que vous êtes en train de réaliser de s'attaquer aussi aux ennemis proches de celui que vous attaquez. Si vous le combinez avec une paralysie, les ennemis touchés seront aussi paralysés. Et donc de ce biais-là, si vous le combinez avec le nœud qui leur brouille le cerveau en un seul hack, vous allez toucher tous les ennemis à proximité, les paralyser, et une fois que cet effet sera terminé, ils vont s'attaquer entre eux. La stratégie dans le jeu, elle est primordiale. Enfin, en réalité, pas tant que ça. En fait, quand bien même il y a un gros aspect stratégique et qu'il va falloir vous équiper en circonstances selon ce que vous allez affronter, et ben en réalité ça va juste simplifier la chose, mais ça ne rend pas la stratégie obligatoire. Il y a beaucoup de combats où j'ai utilisé mes nœuds jaunes un peu au hasard sans trop de stratégie et ça ne m'a jamais vraiment empêché de terminer assez aisément le jeu. Les quelques fois où je suis mort étaient surtout liés à un manque d'attention de ma part vis-à-vis de mes points de vie. Et je ne vais pas dire que c'est forcément un défaut, mais ça n'en est pas non plus une qualité. Disons que selon votre aisance avec le jeu, vous allez être stratégique ou non. Dans mon cas, je suis à l'aise avec les jeux de shoot, et même si les points faibles des ennemis sont pas toujours faciles à viser, surtout vu qu'ils sont petits, et bah ça m'a pas tant posé de difficultés, mais je pense à des gens qui ne sont pas à l'aise avec le shoot, je pense qu'ils vont plus miser sur la stratégie du hacking, sachant que plus tard dans le jeu, vous débloquerez des compétences qui augmentent les dégâts de votre hack. Plus vous passez dans des nœuds bleus, plus vous ferez des dégâts, et sachant qu'à un moment on peut même avoir le hacking auto, ça permet de faire des dégâts de hack assez facilement. Après, à titre personnel, c'est une compétence que je me suis très peu autorisé à utiliser parce que non seulement ça permet vraiment de faciliter la chose, et parce que aussi en fait le puzzle est tellement satisfaisant à faire que je ne voulais pas perdre cette satisfaction. Le gameplay du jeu ne cesse de se renouveler, et pour avoir fait les Resident Evil premiers du nom, eh bien j'ai eu la sensation de jouer d'une certaine manière à un successeur spirituel vis-à-vis des mouvements des ennemis et de nos mouvements assez limités. Pour appuyer mon propos, dans les anciens Resident Evil, le stress face aux zombies était surtout lié à la mobilité tank de notre personnage. On ne pouvait pas s'enfuir comme on le voulait, il fallait se tourner dans une certaine direction pour y courir, sauf que eux, les zombies, avaient une mobilité différente. Nous, on avait une mobilité à 4 directions, eux, c'était à 8 directions. Et quand je parle de direction, je parle du manque de diagonale. Les zombies faisaient le chemin qu'ils voulaient, mais le joueur, lui, ne pouvait pas aller en diagonale. Et donc, il y avait un gros stress lié au fait que le zombie n'était pas bridé comme nous l'étions. D'une certaine manière, eh ben, j'ai ressenti ça ici aussi. On peut techniquement bouger dans la direction qu'on veut, mais déjà, on est lent, très lent même. Et si on veut se propulser, ça permet d'esquiver, mais c'est la seule chose qui permet d'être rapide. Sauf que, comme nous devons hacker les ennemis, on est automatiquement ralenti, car on doit se concentrer sur le puzzle. Mais il faut surveiller aussi le robot qui vous agresse, pour l'esquiver, mais tout en le gardant dans votre champ de vision, et sans trop vous éloigner. Sinon, la fenêtre de hacking se ferme, et cette contrainte de mouvement face à des ennemis qui, eux, n'ont aucune contrainte et vous chargeront sans vergogne et sans s'arrêter, eh bien ça m'a donné ce sentiment d'oppression que je pouvais ressentir dans les premiers Resident Evil. C'est toute une gymnastique cérébrale fascinante qui fait qu'on ne peut jamais s'ennuyer. Chaque combat demande une concentration telle que même les personnes atteintes de troubles d'attention ne seront pas distraites. Et je parle en connaissance de cause. Je parlais de Resident Evil, mais autre chose qui renforce la stratégie d'attaque, c'est juste nos munitions. Il y a différents types d'armes, votre arme de poing, des armes offensives, des armes de soutien et des pièges. L'arme de poing n'a pas besoin d'être rechargée avec des munitions trouvées au sol, elle se recharge toute seule, sauf qu'elle prend beaucoup de temps à se recharger, et que ça soit votre mitraillette ou votre pistolet. Ce qui vous demande d'être précis dans l'exécution de votre hacking pour faire le maximum de dégâts à l'ennemi pour avoir à utiliser le moins de balles possible. Et ça vous demande aussi de prendre le temps de viser et de ne pas tirer au hasard, car déjà les points faibles finissent par disparaître, mais en plus si vous voulez le tuer au plus vite sans bousiller toutes vos munitions et vous retrouver à court, il faut faire en sorte de toucher au maximum les points faibles, et parfois ils sont gros comme les samouraïs, et parfois c'est juste un petit tube qui ressort. Alors dans le cas où vous utilisez toutes vos munitions, le jeu ne vous laisse pas sans rien. Comme je l'ai dit, il y a des armes offensives qui permettront de gros dégâts, mais il faudra aussi utiliser vos armes de manière réfléchie, car chaque arme aura un fonctionnement très différent. Par exemple, il y a une arme qui sera un énorme fusil à pompe. Il faudra vous approcher le plus proche possible pour faire un max de dégâts, mais une autre arme par exemple va tirer un rayon laser, ce qui permet de pouvoir jouer à distance, et c'est pour ça que le jeu ne tourne jamais en rond. Chaque affrontement doit être traité d'une manière différente, car les ennemis ont un point faible qui diffère, et selon les armes que vous avez à ce moment, vous n'allez pas vous battre de la même manière qu'avec d'autres armes. Surtout que toutes les armes que vous pouvez récupérer sont limitées en utilisation. Une fois les munitions épuisées, vous jetez l'arme, elle devient inutilisable, donc il faut aussi prévoir ça. Les armes de soutien tiennent bien
bien leur nom et sont là pour vous soutenir en cas de difficulté, mais ces armes seront au cas par cas. L'arme permettant de réduire le quadrillage du hacking, vous en avez rien à faire contre un robot de base par exemple. Mais comme l'arme qui permet de stun les ennemis, vous en avez pas grand chose à faire face à un seul ennemi. Vous allez surtout l'utiliser sur les groupes d'ennemis. Contre ces groupes d'ailleurs ou contre des boss, vous pouvez aussi utiliser la catégorie d'armes pièges, même si c'est pas vraiment le terme, mais disons que dans le dernier type d'arme, vous allez avoir soit un pistolet pouvant créer un hologramme de vous, et de ce fait les ennemis vont l'attaquer, ce qui peut vous permettre de vous faufiler derrière eux ou de prendre le temps de vous soigner ou de vous recharger, mais vous avez aussi une arme qui va lâcher des mini-robots autour de vous qui attaqueront les ennemis jusqu'à épuisement de leurs munitions. Et je l'ai dit plus tôt, le jeu se renouvelle beaucoup, et c'est aussi grâce à son bestiaire qui, au-delà du design, va changer aussi dans les attaques et le hacking. Enfin, presque. Les ennemis de base qui sont les marcheurs vont se contenter de s'approcher de vous petit à petit, et quand vous serez à leur portée, ils se jetteront sur vous. Encore une fois, ça me fait penser au premier Resident Evil, cette manière d'avancer et d'attaquer d'un coup sec. Ces ennemis auront des versions évoluées plus tard, ils seront rouges et plus difficiles à battre avec un hacking bien différent, et quand je dis difficile, c'est pas non plus de la haute difficulté, hein. On a aussi les Ronins, qui eux pourront vous tirer des lasers à distance, mais auront aussi un gros point faible, puisque c'est le chapeau sur leur tête. Les sortes de géants qui sont assez malaisants à voir, mine de rien, et qui seront à mes yeux les ennemis les plus compliqués à gérer. Leur point faible se situe dans le dos et ils peuvent mine de rien être assez rapides en plus de faire de gros dégâts. Alors je vais pas tout spoil, mais il y a peut-être quand même un manque de variété. Quand bien même le bestiaire se renouvelle et donc ça se voit dans leur design et leurs attaques, et bien le hacking ne change pas des masses. Il y aura des variantes comme des robots avec des brouilleurs qui nécessitent d'être détruits pour accéder au hacking, mais c'est peut-être la seule vraie chose qui va complètement changer. Le reste du temps ça sera un hacking assez basique qui juste sera plus ou moins grand selon qui vous avez en face. Et sans parler de redondance car je ne l'ai jamais ressenti, ça reste assez monotone sur le long terme. Ce qui se renouvelle surtout, c'est la manière de gérer les ennemis, mais jamais vraiment le hacking, et c'est peut-être l'un des rares bémols que je peux trouver, étant donné que c'est la composante du jeu. Je fais une aparté sur les boss pour dire que je les ai tous aimés. Ils étaient tous fun à combattre, pas spécialement durs, mais ils avaient une vraie allure de boss, autant dans leur design que dans leur pattern d'attaque. On se sent en danger, mais pas au point d'être en panique. Le rythme des boss est calibré au gameplay du hacking, ce qui fait qu'ils ne sont clairement pas d'une difficulté absurde. De toute façon, je dirais que la gestion du hacking avec les ennemis, c'est l'un des points qu'on sent qui a été énormément playtesté, tellement il n'y a pas de défaut à en tirer. C'est extrêmement polish. Le jeu évolue vraiment assez souvent, et ça peut faire peur à certains, mais ce n'est pas si compliqué. La prise en main a été tellement rapide que j'en ai même été surpris. Je pensais que j'allais m'emmêler les pinceaux, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à gérer, alors que pas du tout. En revanche, c'est un jeu que beaucoup de joueurs n'arriveront pas à faire, et ça je ne peux pas le nier. Le jeu n'est pas dur, mais il demande une telle concentration que beaucoup vont abandonner assez tôt dans le jeu. C'est un jeu au gameplay globalement parfait, mais comme je l'ai dit, la gymnastique mentale que demande le jeu ne le rend pas accessible à tous les joueurs. Et je vais insister que c'est ok et normal, au-delà du fait qu'on ne peut pas tout apprécier, on n'est surtout pas fait pour tous les jeux. Chacun est comme il est, je n'aime pas passer 80 heures sur un RPG, ou sur les 80 heures il y a 40 heures de farm. Ça m'ennuie, là où certains ça sera leur kiff. Pragmata, c'est un gameplay qui part d'un TPS traditionnel, mais qui diversifie le genre en question en le mélangeant à un jeu de réflexion en temps réel. Vous ne vous contentez pas d'affronter les ennemis, vous devez réfléchir à toutes les options que le jeu vous offre. Mais quid du gameplay, le jeu a bien d'autres aspects à parler. Malgré le fait que le jeu se situe dans une station spatiale, les environnements arrivent à se renouveler. Je veux dire, on passe d'une zone qui est grise et qui fait juste station lunaire à littéralement une reproduction de Times Square en allant ensuite dans une forêt. Et le pire, c'est que ça ne dénote pas avec le jeu. Déjà, c'est cohérent avec la lune à fibres et tout ce qu'elle peut faire, mais ça s'intègre parfaitement au jeu et à sa cohérence visuelle. Et grâce à ça, le jeu ne donne pas la sensation de se brider à une simple colonie lunaire, mais à une architecture vivante. Ils ont réussi la transposition d'éléments naturels dans un endroit qui n'est pourtant pas adapté à de tels décors. Le level design est linéaire, mais maintient une certaine verticalité. On va régulièrement naviguer entre monter et descendre, mais il a aussi un semblant d'exploration. Chaque zone a un certain nombre de choses à récupérer pour compléter la zone à 100%, et c'est pas si compliqué de les clear. En revanche, vous ne pourrez jamais les compléter complètement lors de votre première visite. Enfin, pas toutes en tout cas. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai été un petit peu stupide parce qu'en fait, j'avais complètement oublié l'existence du scanner. Et donc, en fait, par exemple, à Times Square, j'ai vraiment galéré à trouver les quelques coffres qui me manquaient que je pouvais accéder parce qu'en fait, je ne scannais rien. Parce que oui, vous avez un scanner. Le scanner, il vous permet justement dans une zone de pouvoir découvrir où est tel coffre ou en tout cas tel collectible. Contre les ennemis plus tard, ça pourra même vous permettre de savoir où est le point faible. Mais j'avais oublié l'existence. Donc en fait, je m'en suis rappelé vers la fin du jeu. Enfin, plutôt vers la moitié.
en vrai. Sans parler non plus d'une grosse notion de backtracking, il y en a un grâce à ce que vous allez récupérer plus tard. Ce truc là par exemple, je peux pas le détruire tant que je n'ai pas débloqué une compétence que je n'aurai que plus tard dans le jeu. Sauf que derrière il y a un coffre, et sans ce coffre, je ne peux pas clear la zone à 100%. J'ai pas forcément de soucis avec, au contraire j'avais même bien aimé voir justement la progression que j'avais eue depuis la première vraie zone par exemple. On est tellement bien équipé qu'on roule sur tous les ennemis sans trop sourciller, et en plus de ça vu qu'on a appris à jouer, bah même par exemple les gros robots avec leur visage un peu bizarre, ils nous font pas vraiment peur. L'aspect RPG du jeu est bien exploité, sans aller trop loin, mais on peut globalement tout améliorer, que ce soit le hacking de Diana, de points de vie, ou bien les dégâts et effets des armes que l'on joue. Et donc je vais en profiter pour parler du refuge. C'est concrètement notre base dans laquelle on va pouvoir se préparer avant chaque expédition. Il y aura même diverses choses à faire dans cet endroit. Pour commencer, il y a les ordinateurs au centre. À droite, celui vous permet d'améliorer vos stats, donc vos points de vie par exemple, ou le hacking de Diana. Et celui de gauche va servir à acheter des armes, des modules ou à les améliorer. Car avant de partir en expédition, le jeu vous demandera de vous préparer et d'équiper les modules de hacking, de passif et les armes. Mais si vous n'avez pas acheté l'arme à l'ordinateur, alors vous ne pourrez pas l'équiper avant. Et parmi les modules à s'équiper, les passifs sont assez variés. Mais je dois l'avouer, j'ai jamais eu le sentiment de changer de tout le jeu. J'avais beau en découvrir de nouveau, j'ai jamais eu ce besoin de renouveler mes passifs. Ça ne m'a pas paru monotone pour autant, mais c'est le souci de ce genre de système. Si ça permet effectivement à ce que chacun puisse jouer comme il le souhaite, et bah dans les faits, rien n'incite vraiment à équiper de nouveaux passifs. Et quand je dis rien, c'est dans le sens où les ennemis ou boss ne demandent pas de choses en particulier. Donc on se retrouve à débloquer des passifs où 90% du temps, on n'en aura pas grand chose à faire. Pour être franc, je pense que faire le jeu sans ne change pas grand chose. Sans dire que ça va rendre le jeu extrêmement difficile, ça va juste corser un peu plus les choses, mais ça n'aura jamais un impact énorme, en tout cas de mon point de vue. Et comme je l'ai dit, mais on peut acheter des armes à l'ordinateur. Si vous n'achetez pas les armes, vous ne pourrez pas vous en équiper depuis le refuge. Vous pourrez seulement tomber dessus par hasard, sachant qu'au-delà de pouvoir s'en équiper, l'intérêt de les acheter est de pouvoir les améliorer ensuite. Ce qui permettra de booster les stats et de les rendre bien plus efficaces, que ce soit dans les dégâts ou le temps de rechargement par exemple. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que comme je l'ai dit, une fois les munitions épuisées, vous lâchez l'arme. Il y aura aussi la décoration du refuge qui va changer au fur et à mesure que vous découvrez des modules spéciaux. Ces modules vont permettre d'incorporer des éléments créés par la lune à fibres faisant référence à des choses qui sont sur Terre. Une balançoire, un skate, un globe, et si vous complétez toute une zone, alors vous aurez une sorte de diorama immersif qui décore vraiment bien votre hub, en plus de pouvoir voir Diana aller s'amuser avec tout ça, ne rendant donc pas ces environnements statiques. On aura accès à Mr Cabin qui va proposer trois choses, un jukebox, un bingo et des épreuves. Le bingo peut être joué quand vous avez des jetons de cabine, et ces jetons se trouvent soit dans les zones, dans des coffres par exemple, soit dans les fameuses épreuves. Ces défis auront trois objectifs qui rapporteront une récompense par mission complétée. Cela peut aller du jeton de cabine à des lunum. Chaque récompense a une utilité, soit améliorer vos stats personnels, soit utiliser dans l'amélioration ou l'achat d'armes ou modules, soit de pouvoir jouer au bingo. Et c'est hyper satisfaisant comme système de progression. Les entraînements montent progressivement en difficulté, ne rendant pas le tout monotone. Au contraire, il y a un certain plaisir à tous les platines. Les récompenses étant constamment utiles, on n'a jamais la sensation d'avoir fait ça pour rien, et le bingo procure une certaine satisfaction à chaque ligne complétée que je ne peux qu'apprécier cette manière de récompenser le joueur. Bingo! Bravo! En parlant du bingo, il permet aussi de débloquer des informations sur le bestiaire par exemple, accessible depuis le refuge, mais aussi des skins pour Hugh et Diana. Et toujours dans ce hub, eh bien il y a Diana, et j'en ai pas parlé, mais le jeu tourne complètement autour d'elle. Sans trop en dévoiler sur l'intrigue, le véritable point fort de l'histoire réside dans la relation entre Hugh et Diana. Bien que le scénario reste classique, ce lien père-fille improvisé apporte une profondeur inattendue au récit. Diana, bien qu'étant un androïde, possède l'apparence et l'innocence d'une enfant, pour des raisons scénaristiques précises. Cette dualité permet de transformer une simple mission retournée vers la Terre en un véritable développement parental. Au début du jeu, dans la cinématique où il pose le pied dans la base spatiale, le jeu pose les jalons de cette thématique. Un membre de l'escouade évoque l'anniversaire manqué de sa fille. Un détail qui semble cliché au premier abord, mais qui résonne avec justesse dès que Hugh rencontre Diana. Leur dynamique évolue avec naturel. Si Hugh se montre d'abord sévère et pragmatique, il finit par s'attendrir, protégeant Diana du danger comme de ses propres maladresses. Le fait que Hugh ait lui-même été adopté renforce cet attachement, créant un parallèle touchant entre son passé et son rôle protecteur. C'est cette évolution, marquée par un dévouement total du protagoniste, qui rend la conclusion si poignante. Même si le dénouement reste prévisible, l'émotion fonctionne parfaitement grâce à la sincérité de ce lien et à la réalisation de cette fin. Et il y a plein de petites choses qui nous font nous attacher à Diana et à la relation entre les deux. Dans le refuge, ils ont beaucoup d'interactions. Déjà, comme je l'ai dit, tous les modules ajoutant du décor servent à occuper Diana pour qu'elle découvre ce qu'il y a sur Terre. Parfois, elle nous fera même un dessin qu'on pourra retrouver ensuite collé derrière l'ordinateur. On pourra aussi jouer avec elle à cache-cache par exemple, et il y aura beaucoup
beaucoup de dialogues à découvrir en allant lui parler. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé les voir interagir. C'est toujours mignon à voir, l'innocence de Diana que Yug apprend à comprendre. Par contre, le jeu parle trop in-game. Que Diana et Yug parlent entre eux, ça me dérange pas. Mais alors que Diana me dise l'effet de chaque arme à chaque fois que j'en récupère une, ou d'un module d'ailleurs aussi, ça devient un petit peu relou à la longue. Au-delà du backseat incessant que ça représente, c'est surtout qu'une fois dans la zone finale, j'ai pas besoin de savoir que telle arme ou tel module permet de faire telle chose. Genre vraiment, ça m'a très vite tapé sur le système. Alors peut-être que c'est un problème de jouer en VF, par exemple. Un ami qui ne joue pas en VF et qui a fait le jeu en VO, donc en version Jap, bah vu que lui, il comprenait pas ce qui était dit dans les dialogues et qu'il devait lire les sous-titres, et bah du coup ça l'a moins tapé sur le système. Peut-être que c'est le fait de jouer en VF, je saurais pas vous dire. Un autre petit défaut que j'ai à donner, c'est le post-game. Pour le compléter, il faut globalement avoir tout fait dans le jeu de base, ce qui permet d'avoir accès à de nouveaux défis. Mais du coup, c'est là où on ressent un peu les limites de la rejouabilité, car j'ai trouvé ça particulièrement clivant. D'un côté, c'est fun à faire, car ça exploite tout ce qu'on a fait dans le jeu, et d'un autre, ça demande d'avoir fait tout ce que le jeu a à offrir pour refaire des défis assez similaires à d'autres, avec forcément toujours les mêmes mobs, etc., etc. Je pense sincèrement que d'avoir des nouveaux mobs aurait été intéressant et redonner une plus-value à ces défis. On est passé à côté de quelque chose, je trouve. Sans dire que c'est inintéressant, mais j'avoue ne pas avoir envie de tout faire, ça me paraît trop répétitif. Je fais une parenthèse sur le sound design que j'ai trouvé encore une fois exemplaire, tout comme Resident Evil Requiem. Il est magnifiquement bien exécuté, que ce soit le bruit des armes, le bruit du bingo, l'ambiance sonore, tout est bien fait. Là où ça pêche, c'est peut-être plutôt sur le mixage audio, notamment en séquence de boss. Je ne montrerai rien évidemment, mais le boss final est auditivement très brouillon. On comprend pas trop ce qu'on entend tellement il y a de choses, et c'est peut-être le seul défaut du sound design que j'irais donner. Pragmata a l'un des gameplays les plus parfaits que j'ai pu jouer ces dernières années, notamment dans le genre du TPS. On sent que le jeu n'a cessé d'être playtesté, car c'est d'une précision presque chirurgicale à quel point tout a été travaillé. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais le hacking servira aussi à ouvrir des portes ou activer des pièges sur les ennemis. C'est réellement la composante principale du jeu. D'ailleurs, Capcom ont structuré l'histoire comme les Resident Evil. Les cinématiques et dialogues parlent du principal, mais la profondeur et le lore s'expliquent dans des documents se trouvant au fur et à mesure de l'exploration. Le level design du jeu n'est pas transcendant, mais ça suffit clairement. La durée du jeu n'est ni trop longue ni trop courte. Le jeu s'arrête quand il faut, sans jamais trop en faire. Ce jeu est un gros coup de cœur. J'aurais beaucoup de mal à choisir mon GOTY actuellement entre lui et Requiem, car pour une nouvelle IP, Capcom a clairement visé haut. Est-ce que le jeu en inspirera d'autres ? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que si Resident Evil 4 a innové et normalisé la caméra épaule, ils ont à nouveau innové dans une formule qui a pourtant été utilisée dans de nombreux jeux. Et rien que pour ça, j'applaudis, car c'est un exploit qu'on ne voit que très peu dans le jeu vidéo aujourd'hui. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire à vous ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi du jeu dans les commentaires. Si jamais vous voulez me suivre en live, car je fais beaucoup de live sur divers jeux, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv/veil, le lien est en description. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, ciao tout le monde.